J'en étais à un point où ma mère nous a fait 2-3 fois un chèque de 1000 balles pour qu'on puisse payer notre crédit un peu de maison et remplir notre frigo, tu vois. Au bout d'un moment, oui, j'ai dû planter un fournisseur à qui je devais 5000 euros. C'est le dernier projet que tu vas entreprendre, mais par contre, c'est vraiment celui où tu vas t'éclater et ce qui va t'amener jusqu'à ta retraite anticipée, fortement anticipée. 45 ans. Moi, je regarde jamais Le Bon Coin pour savoir combien je dois louer mon bien. Je le sais en fait. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Et on se retrouve avec Julien. Merci Julien d'avoir accepté mon invitation. Alors mon invitation chez toi, hein. Tu nous reçois dans tes locaux, dans ton magnifique studio. Tu peux nous en parler juste rapidement de ce studio-là et te présenter aussi en quelques mots. Ouais, bien sûr. Salut Maxime. Déjà, je suis très heureux d'intervenir sur ton podcast, que j'apprécie parce que ça traite de l'entrepreneuriat et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de parler d'entrepreneuriat. Souvent, on me sollicite pour parler d'immobilier et uniquement d'immobilier. Donc là, je suis content parce qu'effectivement, j'ai envie de parler de ça. Tu vois, ça me fait plaisir de partager mon expérience. Ce studio, ça fait partie d'un des projets entrepreneuriaux, des multiples projets que j'ai eu dans ma vie et que j'ai. Donc, c'est un Airbnb que j'avais envie de transformer un peu parce que la concurrence n'aidant pas, le Airbnb ça commençait un peu à se casser la gueule en hypercentre de Toulouse. Juste pour la petite histoire, tu vois, en 2019, 3000 logements Airbnb sur Toulouse, aujourd'hui plus de 6000. Donc deux fois plus. Doublé en 4 ans. Et c'est pas devenu une ville balnéaire, la mer n'est pas arrivée. Donc, tu vois, voilà. Donc plus de concurrence. Et puis quand tu rénoves un bien Airbnb, tu es obligé de le faire tous les 3-4 ans parce que sinon tu es has-been par rapport aux nouveaux biens sur le marché. Donc qu'est-ce que je fais avec ce studio pour ceux qui nous regardent en tout cas en vidéo, dans ce joli cachet je me suis dit je vais faire un studio à podcast parce que j'en ai besoin pour mon podcast que j'anime aussi qui s'appelle Money Tree et puis j'en ai aussi je pense que tous les créateurs de contenu à Toulouse en ont besoin et il y en a marre d'aller tout le temps à Paris. Je te le dis parce que t'es de Montpellier donc je peux le dire, tu vois. Il y en a marre. Et je partage ton avis parce qu'on y va tous les 3 mois à Paris pour enregistrer des podcasts, mais ouais, après le truc c'est que tout se passe à Paris et du coup on s'était dit on va à la rencontre des entrepreneurs etc. chez eux, on loue des studios de podcast, on loue des Airbnb, on tourne là-bas etc. On monte avec tout le matos. Mais je suis d'accord avec toi, je suis content que on en fait un, enfin que t'en aies fait un dans le sud, c'est déjà pas mal. T'es venu, t'as fait quoi, 2 heures de voiture. Voilà, c'est vite fait, t'as pas à prendre l'avion ni le train etc. Non, c'est clair. Puis ça se fait dans la journée. T'as eu le soleil tout le long. C'est clair. Contrairement à Paris. Ouais, c'est ça. Où il pleut. Non, mais écoute, génial. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots par rapport à toutes les activités ? Alors, c'est difficile, franchement. Moi, à chaque fois que je suis invité tout dans un podcast, je me dis c'est cette première partie-là qui est difficile, surtout quand tu fais plein de choses. Et t'as 20 balais. Et j'ai 20 balais. Toi, t'en as 39. Ouais, j'allais dire quelques années plus pour être poli. Le double, c'est ça. Et Ouais. du coup, c'est vrai que. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui nous écoutent et qui je vais essayer de faire rapide, mais bon, c'est pas toujours évident aussi. Rapidement, donc 39 ans, j'ai 3 enfants, dont 2 belles filles qui sont issues d'un premier mariage de ma femme, qui elle a 11 ans de plus que moi. Donc tu vois, elle a 2 fois et demi ton âge. Donc elle va faire 50 ans cette année. Ok. Il va falloir que j'arrive à l'accepter, mais c'est comme ça. Non, si tu veux, moi, 18 ans, je pars au Canada faire ma terminale. Je partais un peu en sucette. Je partais un peu en sucette en France. Donc ma mère m'envoie au Canada où mon père habitait depuis 2 ans. Il s'était expatrié là-bas. Mes parents étaient séparés. Je fais ma terminale. Franchement, j'étais pas très scolaire. Et je me retrouve dans un lycée français à Montréal, il n'y en a que 2. Montréal, c'est quand même 3,5 millions d'habitants. Il y a 2 lycées français. Je me retrouve avec des gens une population hyper cosmopolite, que des expats en fait, de toute nationalité, des Syriens, des Libanais, des Marocains. Enfin, il n'y a pas que des Arabes du coup, mais plein de gens, mais en fait, il y en avait beaucoup. Et des Portugais, etc. Si tu veux. J'apprends à regarder la France d'un autre œil et je pense que c'est à partir de là inconsciemment que je deviens entrepreneur en moi. Bon, je pense que tu l'as en fait, c'est inné le fait d'être entrepreneur ou pas. Je pense que tu nais avec ces capacités, tu vois, et puis ces envies de toujours vouloir créer, etc. Ça s'apprend pas. Je pense que c'est ça, c'est assez inné et il y a des gens qui se forcent parce que c'est très hype en ce moment. L'entrepreneuriat, c'est un sujet, c'est à la mode d'être entrepreneur, c'est beaucoup plus sexy d'être entrepreneur que d'être en CDI, etc. Mais je pense que tu as bien raison et c'est important de le dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont faites pour l'être. Pour être entrepreneur. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour l'être. Et surtout, il y en a beaucoup surtout qui sont absolument pas faites pour l'être. Ouais. Et ça peut être très dangereux pour leur équilibre moral, familial, financier aussi, parce que ça part de là. Et du coup, c'est à ce moment-là, à Montréal, que tu te rends compte que tu as cette vocation d'être entrepreneur ? Clairement. Non, je m'en rends pas compte, absolument pas à ce moment-là. Par contre, avec du recul maintenant, et c'est pour ça que l'expérience est aussi intéressante, tu vois, que les années aident à vraiment tirer des conclusions
plus objective, je pense que c'est à ce moment-là qu'inconsciemment, je sens que la France, c'est pas le meilleur pays du monde, que la baguette c'est sympa pour y mettre du Nutella dessus ou ce que tu veux, mais tu vois, il n'y a pas que ça, quoi. Et là, tu vois la France d'un autre œil, tu vois qu'en fait la France est un monde jaloux, un monde feignant. Je suis désolé, je fais un peu de. C'est pas de la politique, c'est vraiment du constat. Voilà. Bien sûr. Un monde jaloux, un monde feignant et un monde où le risque n'est pas considéré, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je joue beaucoup au poker. Je fais quasiment que ça d'ailleurs, tu vois. Bon, je vais à l'école, mais je fais que ça. Donc, j'ai monté une association à Toulouse, une grosse association de poker à Toulouse quand je reviens un peu à Toulouse pendant mes études, etc. On monte un forum, on monte un magazine, on monte pas mal de choses. Et je joue énormément. Et si tu veux, bon, le risque pour moi, c'est partie de mon quotidien là-dessus. Bon, bref, je fais mes études. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Je fais Sciences Po. Bon, je ferai une prépa HEC, ça me plaît pas du tout, donc je pars en Sciences Po parce que finalement c'est quand même de belles études. Franchement, Sciences Po, c'est après reconnu. Après, si tu veux, j'avais fait autant j'étais pas scolaire comme je te l'ai dit, mais en terminale, le fait que j'étais tout avec ces familles d'expats qui envoyaient leurs enfants dans des écoles qui étaient quand même assez chères. Moi, j'ai eu la chance que mon père me paye cette école aussi, et pas aller dans le cursus nord-américain qui est très spécialisé. Et puis franchement, culturellement, l'Amérique du Nord, ils sont pas très ouverts quand même sur le monde, faut le dire. Ils sont très très spécialistes, très jeunes. Et si tu veux, donc par exemple, j'ai 18 ans en éco, 18 ans en spé éco, donc au F9, ça va vite, tu vois. Voilà. Donc j'ai mon bac sans trop de problèmes, avec mention, etc. Et là, je prends en prépa HEC, ça me plaît pas, je vais en sciences politiques, je reviens en France et je travaille dans l'e-commerce, rien à voir. Ok. Et à ce moment-là, quand tu fais ces études-là au Canada, tu avais envie de faire quoi comme métier? Tu rêvais de quelque chose? Franchement, j'en avais aucune idée. Non, tu faisais ça pour faire des études les meilleures possibles, entre guillemets, mais pas forcément pour avoir un métier derrière? Ce qui me faisait kiffer, c'était de jouer au poker, clairement. Ouais. Je passais toutes mes journées et toutes mes nuits à ça. Ça me faisait vraiment kiffer. Je faisais beaucoup de volume, mais entre-temps, je rentre 6 mois en France pendant mes études en tant qu'étudiant étranger en France. Bon, c'est un peu, je passe le détail, mais il y a des raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Et je rencontre ma femme, qui est toujours ma femme aujourd'hui. Et si tu veux, là, l'objectif, c'est quoi? C'est finir rapidement mes études pour rentrer en France, parce qu'elle ne pouvait pas venir au Canada du fait qu'elle avait déjà 2 enfants et qu'elle était en garde alternée. Tu vois, enfin, d'ailleurs, elle divorce quand je la rencontre, parce qu'en fait, elle divorce parce que on se rencontre, etc. Donc, elle était mariée quand je l'ai rencontrée. Donc, clouée en région toulousaine. Donc, moi, je rentre. À ce moment-là, j'ai 22 ans. Et là, je me dis, si tu veux, dans mes études sciences politiques, j'ai fait une option communication. Et ce qui me plaisait absolument, c'était la publicité, la propagande, etc. Et pas du tout la politique en soi, les doctrines et tout. Franchement, ça me fatigue. Donc là, je me dis, ok, qu'est-ce qui te plaît? Le marketing. Donc, on est en 2008. L'e-commerce, ça a l'air de commencer à prendre. Il y a un truc à faire. Les gens commencent à acheter des trucs sur Internet, le font livrer chez eux en 3 mois. Tu vois, ça commence à être... on est loin de l'Amazon d'aujourd'hui. Ouais. Et là, je me dis, ok, je vois un poste, assistant e-marketing. Je sais absolument pas ce que c'est. Franchement, je raconte des salades à l'entretien. Et on me prend. Donc, on me prend en tant qu'assistant e-marketing. Et là, je découvre les comparateurs de prix, l'affiliation, Google AdWords, etc. Tu vois. Donc, c'était déjà une boîte qui faisait du e-commerce classique. Où elle vendait des produits. C'était quoi cette première activité? Elle vendait des canapés en ligne, sourcés en Chine avec 6 mois de délai. Sur mesure. Tu vois. Et les gens, ils achetaient sans problème. Ça marchait bien. On faisait 6 millions d'euros. De chiffres à ce moment-là, en 2008, tu vois, en vendant des canapés. Alors, canapés, après, c'est barbecue, mobilier extérieur, etc., mobilier intérieur, ça a grossi un petit peu. Bon, le PDG était complètement barré, je te jure, c'était un mec, je pense, il prenait de la coke, non, c'est pas je pense, il prenait de la coke et tout, c'était vraiment, c'était un monde particulier. Je sens que la boîte va péricliter, donc au bout de 6 à 8 mois, je me dis, ce qui est déjà long pour moi. Ah oui. 6 à 8 mois, je cherche autre chose et je retrouve encore un poste d'assistant e-marketing dans une boîte qui était le leader français, qui a été longtemps leader français, du faire part de naissance, faire part de mariage en ligne personnalisé. Ok. Donc ce qu'on appelait à l'époque le web to print. Ouais. Donc là, tu vendais du papier à 80% de marge, personnalisé. Et en fait, la clé, c'était quoi? Avoir un super outil de personnalisation en ligne. Okay. Voilà. Et moi, je m'occupais du SEO et du traffic management sur le site. Donc, j'amenais du trafic pour qu'on puisse le convertir en vente derrière. Donc, tu étais toujours sur l'acquisition, le marketing dans cette activité-là. Marketing digital. Et t'as appris quoi de ces 2 activités, de ces 2 premières activités, pas entrepreneuriales, pardon, mais plutôt activités en CDI classique, pour après devenir entrepreneur? Alors, première chose que j'ai appris qui n'a rien à voir avec ta question, c'est on peut faire beaucoup d'argent en ligne.
Ça, c'est un apprentissage aussi. Ouais, pour faire beaucoup d'argent en ligne et surtout à l'époque où on pouvait tordre les algorithmes, notamment en SEO de Google. Okay. Moi, je faisais des concours de référencement et tout ça. J'étais très impliqué dans le monde du référencement à l'époque. Et franchement, on tordait l'algorithme et on pouvait faire des centaines de milliers d'euros de chiffre grâce à un mot-clé positionné. À partir du moment où tu avais un produit derrière un service qualifié et tu n'avais pas de concurrence. Clairement, en 2008-2010, tu n'avais pas de concurrence sur Internet. Là, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tout le monde est sachant sur le marché du SEO, etc. Ouais. Et c'est très difficile de se positionner. Quand je vois qu'il y a des mecs qui achètent des formations sur l'e-commerce aujourd'hui, je me dis, OK, bon courage les gars, parce qu'en fait, l'e-commerce, c'est 10 000 métiers en même temps et c'est pas juste sourcer un truc et le vendre, quoi. Très rares sont ceux qui arrivent à faire de l'argent avec du monoproduit. Il faut un gros catalogue, voilà. Bref, donc du coup j'apprends ça et pour répondre à ta question de manière plus précise, le salariat ça me va bien, mais et elle n'est pas orientée ta question parce que tu connais pas l'histoire, j'arrive à un point de blocage. Il y a forcément un plafond parce qu'il y a forcément une hiérarchie dans une boîte. Moi je suis l'assistant, enfin je deviens traffic manager d'un responsable e-marketing qui est lui-même sous la direction marketing. Donc, voilà. Et là, moi, je veux monter en grade, je veux manager, je veux essayer, tu vois, au bout de quoi, 1 an et demi, tu vois, 1 an et demi, 2 ans dans cette boîte. Et ce qui est, encore une fois, pas mal pour moi. Et là, le PDG me dit, bah, écoute, Julien, moi, je veux bien, en fait, voilà, j'aime tes qualités, etc. Mais en fait, tu comprends que le mec qui est au-dessus de toi, lui, ça ne l'intéresse pas de progresser, parce qu'il était dans son confort. Et je peux pas te mettre au-dessus de lui. Parce que politiquement, ça se fait pas, et puis parce qu'en plus, t'es un peu jeune et tout ça, donc voilà. Bon, bah, je dis ok, c'est pas grave, écoute, je m'en vais. Et du coup, je monte une agence web et je vais faire cette prestation-là pour toi, mais en ok, donc tu fais la même chose exactement, mais en indé et tu factures tes prestations à l'heure, la mission, etc. Je monte une agence web en ce moment-là, donc là on est en 2011. Je monte une agence web et je vends de la prestation de service sur l'e-marketing, web marketing, visibilité en ligne, et j'étends à refondre de sites, web design, etc. avec de la sous-traitance. Ok. Donc je monte ça devient mon premier client, ça s'amorce, franchement ça fonctionne très bien parce qu'entre temps je m'étais associé dans une boîte, j'avais pris 33% du capital d'une boîte qui était dans la protéine alimentaire, protéine pour les bodybuilders. Je m'étais associé avec 2 rugbyman de Pro D2, enfin à l'époque c'était, je sais pas comment ça s'appelait, mais en tout cas voilà, l'équivalent de la Pro D2. La deuxième ligue du coup de ouais, et un qui jouait en top 16, parce qu'à l'époque c'était top 16, c'était pas top 14. Du coup je m'associe avec ces 2 frères-là, qui sont des super amis, qui sont toujours des excellents, qui font partie de mes meilleurs amis. Et eux, ils avaient la culture du produit et de la consommation du produit, parce que tous les rugbyman consomment du produit de bodybuilder, clairement. Et moi j'avais la culture en ligne. On se connaissait pas, ils m'ont contacté, ils m'ont sollicité là-dessus, et j'étais encore salarié. Et comment ils t'ont connu ? J'ai aucun souvenir de ça. Et quand j'en parle avec lui, il sait pas, mais je sais pas comment il m'a trouvé, mais je pense que j'avais un blog à l'époque. J'ai eu pas mal de blogs dans ma vie, de blogueurs à l'époque. Et je pense que j'avais un blog sur le marketing en fait. Et donc du coup, il m'a trouvé comme ça, voilà. Et j'étais sur LinkedIn aussi, alors peut-être LinkedIn, j'y suis depuis 2009, donc peut-être. Et si tu veux, ça match bien. C'était ta première association ? C'était ton premier projet, une association sur l'entrepreneuriat ? Ouais, première association. Comment ça s'est passé ? Je me suis éclaté, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. On a défoncé le site. Quand ils m'ont contacté, ils faisaient 30 000 € de chiffre d'affaires. C'est que dalle. Hein, ouais, non, c'est clair. Ça bon, on était en 2009. Assez monoproduit quand même. Hein, mais ça montre quand même déjà les 30 premiers 1 000 € sur un site e-commerce. Ça montre quand même, je sais pas en combien de temps ils l'ont fait, mais ça montre quand même qu'il y a un marché et qu'il y a quelque chose qui est validé. C'est pas non plus tu mets une plateforme, tu as 0 vente. Non, là il y a de la demande, il y a un marché, mais il leur manquait, j'imagine, beaucoup de choses. Tu as pu leur amener du coup avec l'association. Exactement. Et là, on a refondu la marque. Déjà, moi j'avais une culture marketing qu'ils n'avaient pas, et une culture après du trafic. Donc on a refondu la marque, on a vraiment boosté le truc, etc. On est passé de 30 000 à 400 000 € de chiffre d'affaires. Donc pour l'époque, c'était pas mal, avec une récurrence d'achat phénoménale, parce que ces mecs-là, ils consomment tous les mois le même produit. Panier moyen à plus de 100 €. On faisait des journées en taux de conversion à 7%, ce qui est faramineux en e-commerce. Vraiment, pour ceux qui connaissent l'e-commerce, c'est faramineux. Un taux de conversion moyenne, c'est 1,5. Et dans les hyper spécialistes, on est plutôt à 3%. Là, on faisait des journées à 7 des fois, tu vois. Donc vraiment intéressant. Par contre, comme on vendait des produits qui étaient un peu borderline, tu vois, créatine, machin, etc., on s'est fait virer de Google Ads à un moment. Et on n'a jamais pu y retourner. Donc là, notre chiffre d'affaires Google Ads, c'était la moitié de notre chiffre, tu vois. Et là, tu te dis, putain, t'es sacrément dépendant d'un espèce d'acteur américain, là, tu vois. Un peu gros, voilà. Un peu difficile à bouger. Voilà. Donc, et surtout, le problème avec Google, pour les avoir côtoyés pendant des années, c'est que ils te disent qu'il y a un problème, mais ils te donnent jamais le détail du problème pour le corriger.
Et ça, c'est très compliqué. On a refondu tous les contenus du site, on a tout refait, etc. Ils nous ont jamais remis sur le marché, alors que nos concurrents y étaient avec les mêmes produits. Ok. Donc là, on s'est dit, OK, il faut stopper l'hémorragie, on vend. Donc on a vendu à la casse un truc qui était en pleine bourre jusqu'à ce moment-là. C'est pas grave, on vend, on récupère un peu d'argent, etc. Bon, voilà. Pour l'époque, un site e-commerce à vendre, c'était assez exceptionnel, tu vois, parce que bon, les gens qui voulaient acheter site e-commerce, ça se devait être en 2011, 2012, tu vois, il n'y en avait pas des masses. Hein. Alors que maintenant, je pense que ça se vend beaucoup plus facilement. On vend ça, et moi, entre-temps, j'avais créé l'agence web, comme je te le disais, qui drainait pas mal de business. Voilà. Et cette agence web, moi, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur, si tu veux. Enfin, je sais que maintenant, ça a été ça. J'arrive à l'identifier, c'est-à-dire que je vendais des prestations, mais j'avais toujours besoin de prouver que je savais faire, tu vois, avant de vendre la prestation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je déteste le monde de la formation, de manière générale, qu'on voit sur Internet, autour de plein de sujets, etc. Parce que pour moi, ça manque beaucoup de légitimité derrière. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté des sites e-commerce et je les boostais et je m'en servais de laboratoire. Donc, je testais les trucs avant de vendre la prestation associée. Et surtout, je pouvais dire, regardez, je l'ai déjà fait. Ça a fonctionné pour moi, voilà. Donc du coup, je peux vous le vendre. Exactement. Okay. Donc je suis légitime pour le faire et j'ai la preuve par l'exemple. Ouais. Voilà. C'est hyper chronophage, c'est beaucoup de risques, mais je me suis éclaté. Donc j'ai acheté des sites, j'en ai craché plein. C'était mon laboratoire, mais je préférais le faire sur moi que sur les clients qui me payaient pour le faire. Bien sûr, parce que ton client, tu le gardes pas. Et moi, j'ai toujours eu cette vision long terme. Donc je le faisais, j'ai acheté des petits sites dans plein de domaines différents, le bio, la cosmétique, on a une marque de chocolat de luxe aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Du muesli personnalisé en ligne bio. Ok. Voilà, ça c'était génial, mais hyper chronophage, mais génial, 100 ingrédients estampillés bio, donc on avait toutes les certifications, etc. Et tu venais sur ton outil de personnalisation en ligne et tu crées ta boîte de céréales personnalisée, qui était donc agriculture biologique. Et on te le livrait ça dans un cylindre, voilà, un packaging assez sympa et tout chez toi. Grosse problématique, panier moyen faible, poids énorme pour la logistique. Ouais. Parce que ça pèse énormément, un paquet de céréales. Ça coûte cher en frais de livraison, etc. Et c'est pas assez rentable. Et sur une boîte de céréales qui quand même, on vendait entre 8 et 12 euros, tu vois. Donc c'est pas le paquet de Kellogg's. C'est clair, ça fait cher la boîte de céréales. Mais bon, c'était bio, tu mettais ce que tu voulais, et puis ça pesait, enfin, t'avais pas besoin d'en mettre autant que des Kellogg's pour te remplir l'estomac, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ça pareil, on a revendu. Plusieurs activités, voilà, je te passe. Il y en a une qui a échoué, tu vois, t'as un exemple, parce qu'on parle beaucoup sur les podcasts d'entrepreneuriat, de business, d'investissement, de réussite, etc. Et j'aime bien aussi qu'on parle d'échec. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est pas de dire t'as échoué dans tel domaine, etc. C'est de savoir pourquoi et quelles leçons t'as tirées. Je dirais plutôt, il y en a peu qui ont réussi et beaucoup qui ont échoué. C'est ça, en fait. C'est la loi du volume aussi. Ouais. Exactement. Donc clairement, la plupart des activités qu'on a eues, on les a soit revendues pour limiter la casse, tu vois, ou enfin, on n'a pas fait beaucoup d'argent, soit on a revendu en gagnant un peu d'argent, mais je me suis tellement dispersé dans ma vie que je me suis jamais focalisé, tu vois, sur un seul et même projet pour aller au bout des choses. C'est-à-dire que je suis tellement un créatif dans l'âme que j'ai besoin de refaire un nouveau projet et ça me saoule vite. Une fois que le truc il est un peu, tu vois, à vitesse de croisière, ça me saoule. Donc je m'en occupe plus, je laisse et je recrée un autre projet. En fait, je suis focalisé sur un autre projet. Et avec, je me permets, mais avec l'âge, entre guillemets, avec les années qui passent, etc., ça t'a pas calmé un petit peu et cette envie-là de plutôt faire perdurer un projet plutôt que de vouloir toujours un autre? Ça m'a calmé depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Mais ça m'a calmé depuis 2 ans, mais en même temps, regarde, on est dans un studio que je viens de créer aujourd'hui et le projet, il y a 2 mois, il était même pas dans les tuyaux. Donc, tu vois, et en 2 mois, on a tout a été chamboulé, etc. Forcément, ces dernières semaines, je me suis hyper investi là-dedans et j'ai mis de côté mon activité principale, qui est une boîte d'investissement clé en main où j'ai quand même 11 collaborateurs. Enfin, tu vois, donc même s'il y a des collaborateurs, t'es quand même obligé d'être là pour tout piloter, etc. Puis les gens ont besoin de toi et attendent après toi. Bon, clairement, je me suis dispersé, même si je voulais pas le faire, et j'ai dit Arta Immobilier, qui est ma boîte d'investissement clé en main, c'est mon dernier projet et c'est celui sur lequel j'irai jusqu'au bout. Et à 45 ans, je vends la boîte et c'est bon. Ça, c'est ma target. Maintenant, ça m'empêche pas de faire ça, j'ai 6 projets de marchand en même temps. Bon, voilà. Alors, après, projet de marchand de biens, c'est en corrélation avec ce que tu fais aussi. Voilà. Bon, ça aussi, au final, ça reste un business immobilier. Tu vois, je détiens les murs de studio. Bon, voilà, il y a aussi du patrimoine derrière et tout. Mais pour répondre à ta question, le projet qui m'a le plus affecté, c'est un site en ligne de vélo
que j'avais racheté à un mec qui faisait 90 000 euros de chiffre d'affaires, que j'avais racheté, je crois, 20 ou 30 000 balles, avec juste un peu de stock, tout ça. On a, pareil, refondu le site, l'image. De toute façon, à chaque fois que je rachetais un truc, je refondais tout. Si je créais pas, je refondais tout parce que j'avais envie que ce soit mon image et puis parce que j'avais identifié des lacunes. Donc pareil, on booste le site, on commence à remplir un peu de chiffre d'affaires, 200, 300, 400 000 euros, on finit à 600 000 euros. Et surtout, on ouvre une boutique physique parce que j'identifie à ce moment-là, c'était en 2013, j'identifie à ce moment-là que le monde du vélo nécessite un contact physique obligatoire déjà pour l'entretien du vélo. Tu peux pas le faire en ligne, et pour essayer. Et à l'époque, les vélos qui se vendaient sur le marché, c'était 2% du marché qui se vendait en ligne. Tu vois. Donc on t'avait besoin. Les gens ont besoin d'aller à Decathlon entre guillemets et de tester leur vélo et de le rouler avec. Exactement. Donc nous on était hyper spécialistes avec des marques plutôt haut de gamme, des grosses marques américaines, etc. Donc ça marchait fort. On était avec ma femme aussi dans le truc. On faisait du volume, comme je te disais, jusqu'à 600 000 euros de chiffre. Par contre les marges étaient pourries. On avait une grosse concurrence en ligne. Et là oui, j'identifie des erreurs. La première erreur, c'est que j'ai pas su dire non à des clients qui poussaient la porte du magasin. C'est-à-dire que c'est difficile quand tu ouvres un magasin, tu es tout content, tu fais l'inauguration et tout, puis là, ça y est, tac, tu arrives le lundi matin, parce qu'on était ouvert lundi aussi. Tu arrives lundi matin, tu ouvres tes portes, là, tu as un client qui rentre, puis 2, puis 3, nanana, parce qu'on t'a fait un peu de com. Et là, il te dit, est-ce que vous avez tel produit de telle marque ? Et toi, tu es là, tu te dis, attends, c'est mes premiers clients, je fais quoi ? Je leur dis non. Et je leur dis oui. Je leur dis non, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais oui, je peux l'avoir, j'ai un fournisseur qui peut me l'avoir. Alors que toi, tu as mis 150 000 balles de stock à l'arrière, que tu es censé avoir quand même des produits de substitution et tout, et pour faire plaisir aux clients, parce que tu n'as pas envie qu'ils repoussent la porte en sortant. Alors que tu aurais pu commercialement le réorienter vers un produit similaire. Voilà. Ok. J'aurais pu, et même si je ne l'avais pas, tant pis, je dis non. Pourquoi ? Parce que le travers en face, c'est ok, j'ai un fournisseur. Mais ton fournisseur, si tu n'achètes que ça, il va te le vendre à prix d'or. Donc en fait, tu ne pourras pas le vendre à ce mec-là, parce que ce mec-là, il va le voir sur Internet beaucoup moins cher, ou il va te dire c'est trop cher, finalement, j'en veux pas. Donc tu fais une implantation d'une gamme complète pour satisfaire un mec. Et si tu fais ça sur 10, 20, 30 clients, t'es mort. Tu fais des implantations qui sont dans ton stock, qui valent absolument plus rien. Tu l'as pas en trésor. Donc pour la banque, tu as beaucoup de stock, tu n'as plus de pognon sur tes comptes, parce que du coup, tu as dû payer ces trucs. Surtout qu'au début, quand tu crées, tu payes tes trucs au cul du camion, donc tu es obligé de le faire de suite. Donc ça, c'est une première erreur que j'ai identifiée trop tard. Et la deuxième qui finalement découle de ça, c'est que j'étais surstocké. On faisait 600 000 euros de chiffre, j'avais 200 000 euros de stock. Alors moi je me disais attends c'est 200 000 euros, ils sont à toi, tu vois. Ouais, ils sont à toi, mais sauf que si tu les vends jamais, tu le revois jamais, tu vois, le pognon. Donc au bout d'un moment, on se payait pas, ni ma femme ni moi. Moi j'avais pas de Pôle emploi, ça fait longtemps que j'étais entrepreneur, donc j'avais plus de Pôle emploi, et donc je me payais que dalle. On avait vendu voiture, scooter, machin pour remettre des sous dans la boîte à chaque fois, plus tous les sous que j'avais engrangés des précédentes boîtes, j'avais tout foutu dans cette boîte là. J'avais arrêté l'e-commerce, l'activité de service e-commerce, qui était très rémunératrice, parce que le service est quand même très rémunérateur, mais ça me faisait plus kiffer. Donc je m'étais focalisé exclusivement sur cette activité. Donc ma femme reprend un boulot de salarié, on met la boîte en liquidation amiable dans un premier temps, où on déstocke, on épure, on rembourse quasiment toutes les dettes. Moi, ma holding est caution d'un prêt à 50%, et BPI France est caution d'un autre prêt, du même prêt à 50%. Et là, je me dis, je ne peux pas planter tout le monde, je ne peux pas tout liquider, donc je refinance la dette à titre personnel. Ok. Et ça a été un point énorme pour moi pour investir dans l'immobilier par la suite. Pourquoi ? Parce que le CIC, qui était la banque qui m'avait prêté de l'argent, me voit comme la personne la plus honnête de son agence. Parce qu'un entrepreneur qui liquide une boîte et qui dit « Ok, je vais tout reprendre à titre perso et je me réendette sur 6 ans. » 6 ans à la dette. Je me réendette sur 6 ans à 650 balles par mois. Ok. Tu vois ? Juste pour pas activer une caution qui était là pour ça, hein. Enfin, BPI France sont là pour ça, hein, aussi, tu vois, si c'était pour tes cautions. Exactement. Voilà. Si jamais il y avait un problème, c'est eux qui prennent le risque aussi dans le projet. Donc là, je fais ça, donc ça nous pèse. Mais c'est intelligent parce que je me permets, mais ça aurait pu te freiner énormément finalement dans ce que tu as fait, dans la relation avec ta banque. Si jamais tu n'avais pas remboursé ce prêt-là et tu avais dit je mets en liquidation classique, non pas amiable, mais liquidation même judiciaire, etc. Ouais. Je viens de saisir et tout. Eh bien, tu n'aurais peut-être pas pu renchaîner derrière sur l'investissement immobilier parce que tu aurais été blacklisté ou tu aurais eu une pastille rouge, entre guillemets, sur ton dossier de il a coulé une boîte, il a des dettes financières, hein, il a un procès en cours, j'en sais rien, pour X raisons, et ça aurait pu finalement te freiner dans la suite de ton aventure d'investissement immobilier, quoi. Alors, on s'est mis en liquidation judiciaire après la liquidation amiable, mais il restait 5 000 euros de dette. Ok. On partait de très loin. Ouais.
Donc, si tu veux, mais j'étais tellement fatigué et usé, j'en pouvais plus. Puis, du coup, j'avais repris un boulot de salarié entre-temps. Et je venais ouvrir le samedi et le dimanche le magasin pour liquider. Et je savais que je liquidais à fond perdu. Tu vois, c'était donc et t'as pas de motivation en plus de ça. Voilà, au bout d'un moment, oui, j'ai dû planter un fournisseur à qui je devais 5 000 €. Bon, c'est une marque de vélo qui est représentée sur le Tour de France. Je pense que ça. Non, c'est pas bien. Voilà, mais en même temps, je pouvais pas. Enfin, je veux dire, j'en étais à un point où ma mère nous a fait 2-3 fois un chèque de 1000 balles pour qu'on puisse payer notre crédit un peu de maison et remplir notre frigo, tu vois. Alors que franchement, je m'étais gavé sur des activités avant. Mais voilà, on a tout perdu, donc ça peut aller très très vite. Tu vois, tu mets des années à construire et ça va très vite de déconstruire. Je reprends l'exemple, on en parlait tout à l'heure d'un immeuble qui s'est effondré à Toulouse ce week-end. Bah, tu vois, il a mis 24 heures à s'effondrer et il était là depuis 400 ans. Bah, tu vois, donc en fait, ça peut aller très très vite. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Voilà. Donc quand on tient un truc, je pense qu'il faut arriver à consolider, c'est vraiment important. Et le constat que je fais à ce moment-là, c'est qu'en 2010-2011, on avait acheté des appartements locatifs. J'avais acheté des locaux commerciaux aussi en 2013 pour mes activités e-commerce, qui étaient des locaux mixtes, bureaux et entrepôts. Ok. Et là, je me dis, ok, t'as tout perdu, qu'est-ce qui te reste ? Il te reste que ça, en fait. Il te reste que l'immobilier, parce que ça se paye. Il y a des locataires, ça tourne, etc. Donc voilà, parce que les locaux d'activité, c'était des locataires qui étaient dedans. C'était plus nous, ils étaient devenus trop petits, donc on avait loué d'autres locaux ailleurs. Et t'as ça. Et du coup, c'est bien, tu t'es éclaté avec l'entrepreneuriat, mais t'as oublié quand même de bâtir, de construire et de sécuriser. Un patrimoine qui permet après de... Ok, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi des cycles de marché et des cycles par rapport à toi. Et c'est vrai que si tu peux te payer toi en premier, souvent ce qu'on dit, et construire ton patrimoine, c'est intéressant. Et c'est la leçon que tu en as tirée finalement de ce premier échec. Ok, carrément. Ça marche. T'es passé sur... On peut parler un peu d'investissement immobilier. Alors le but, c'est pas de passer sur le podcast sur ça, mais pour que les gens du coup comprennent comment t'es venu sur Arthae et l'immobilier, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as découvert ce monde de l'investissement locatif ? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis full écosystème immobilier, quasiment. Je découvre l'investissement locatif parce que ma femme fait une erreur avec son ex-mari d'acheter un truc en défisque. À l'époque, c'était loi d'euros bien, il me semble, l'équivalent du Pinel maintenant. Okay. T'étais pas né, peut-être ? Non, je connais pas. Non, c'est sûr que t'étais pas né en plus, c'est vrai. Donc, ils font cette erreur. Et moi, quand je me mets avec elle, je me retrouve à faire 200 € d'effort d'épargne avec elle chaque mois, pour compenser un truc de merde qu'ils avaient acheté dans une ville pourrie et qu'ils avaient surpayé, etc., pour défiscaliser un peu d'impôts, parce que son ex-mari était obsédé par les impôts, comme beaucoup de Français qui font des erreurs d'investir dans des produits de défisc. Bref, on ne parle pas d'immobilier. Et donc là, ma femme me dit, je pense qu'il faut qu'on fasse du LMNP, parce que c'était ce que le conseiller en gestion de patrimoine m'avait suggéré quand je lui avais posé la question, est-ce que vous achèteriez cet appart en défisc ? Et le mec lui avait répondu, non, j'achèterai pas ça, je ferai du LMNP. Et il avait dit ça, le conseiller, et ils avaient quand même acheté. Et son ex-mari avait dit, non, mais moi je veux économiser des impôts, donc le LMNP, c'est pas économiser des impôts. Pour une fois qu'il y avait un bon CGP, c'est dommage de ne pas l'avoir écouté. Ouais. Bon, enfin, il a pris ça comme quand même, du coup, voilà. Évidemment, et donc, je les ai forcés un peu à arbitrer ça, donc ils ont perdu un peu d'argent, mais ça me concernait pas trop. Et là, on achète un premier studio en hypercentre de Toulouse, et puis 3 mois après, un deuxième, avec 5 000 € d'apport qu'on avait, qui était à peu près toute notre épargne à l'époque. Voilà, je pense qu'à l'époque, nos revenus étaient de 2 500 à 3 000 € net à deux, tu vois, dans le couple. Okay. Parce que moi, j'étais assistant e-marketing, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis ma femme aussi, elle avait pas un gros poste, elle était mieux payée que moi, mais moi, j'étais au SMIC. Donc, voilà. Et si tu veux, on commence ça, et moi je m'en fous, ça me saoule, tu sais, il y a un problème avec le locataire, la faïence et tout, et c'est ma femme qui gère tout, tu vois. Plus de maturité, tu vois. Moi, j'avais 24 ans, bon voilà, j'ai pas la maturité peut-être que t'as toi aujourd'hui à ton âge, tu vois, à cette époque-là, malheureusement. Enfin, je devais l'avoir, parce que pour élever une fille de 7 ans et 4 ans, tu vois, à 22 ans, bon voilà, je devais forcément l'avoir. Et puis ma femme ne serait pas tombée amoureuse d'un mec de 22 ans s'il avait du lait qui coulait du nez, lait qui coulait du nez, tu vois. Mais, donc ça me met le pied à l'étrier, mais je m'en fous un peu. Après, ça me fait kiffer d'acheter des locaux commerciaux en 2013 pour nos activités. Je me dis, là, je commence à avoir le sens du truc. Et puis, à fond dans l'entrepreneuriat, je fais plus rien. Et je fais ce constat, comme je te le dis. Et à partir de là, je me dis, ok, t'es con, Julien, t'en aurais fait ne serait-ce qu'un par mois, tu vois. Pas par mois. un par an. Ouais. T'en aurais fait ça, je l'ai fait après, un par mois. Ouais. T'en aurais fait qu'un par an. Bah, déjà, tu aurais peut-être 4-5 appartements de plus. Imagine, tu aurais remboursé tant de crédits, le marché il a pris tant, tu aurais arbitré un ou deux trucs et tu te serais refait la cerise, voire tu aurais eu des liquidités. Parce qu'on était à poil. Franchement, après ce truc, on était à poil. Moi, je suis pas du genre à me dire, je mets une boîte en liquidation et puis je me gave à côté, tu vois. Ouais, donc, j'assume le truc et tu sais, j'ai un peu ce côté, j'aime bien me flageller, m'auto-flageller. Voilà. Et du coup,
Là, je fais ce constat et je fais un énorme effet rattrapage. Et là, sur les 12 mois qui suivent, on achète 11 biens. Donc, on va très, très vite. Et c'est pas, grosso modo, un par mois. Il y a un mois, j'en achète 4, quoi. Tu vois, ça va très, très vite. J'enchaîne. Et là, je fais que ça. Et je prends un CDI. Parce que j'étais redevenu indépendant. Tu vois, c'est toujours mon histoire. J'avais repris un boulot de salarié quand on a liquidé la boîte. Puis, je suis redevenu indépendant 2 ans après. Parce qu'en fait, le salariat, ça commençait à me fatiguer. Et là, on me repropose un poste, franchement assez sympa, dans une boîte qui s'appelle Iri Jardin. Et là, je me dis, OK, bonne opportunité, bon feeling avec le mec. Il y a des trucs à développer. Et en plus, ça me fait un CDI pour investir dans l'immobilier. Et ça, c'est pas mal. Voilà, ouais. Et ça, c'est pas mal. Du coup, Iri Jardin, c'est quoi tes missions quand tu rentres chez eux? Et c'est quoi que tu vas leur apporter? Quelle est la taille de la boîte à ce moment-là? Parce que tu y restes un moment quand même chez Iri Jardin. Ouais, j'y reste 4 ans et demi. OK. 4 ans et demi pendant lesquels j'ai investi dans l'immobilier comme un malade. OK. Voilà. Et en plus, mes revenus augmentent pendant ces 4 ans et demi parce que je gravis les échelons dans la boîte. Je rentre au capital de la boîte. Alors, je rentre au capital, on me les a pas donné les actions, hein, je les ai payées. Hein, donc, j'ai mis quand même plus de 100 000 € sur la table pour acheter les actions, quoi. Donc, c'est pas, tu vois, t'es pas donné. Mais en tout cas, on m'a donné cette opportunité. Donc, j'étais au comité de direction. J'étais directeur marketing et digital quand j'en suis parti. Et au départ, je suis rentré pour prendre juste le parti pôle e-commerce. Il y avait 3 personnes à récupérer dans l'équipe. Je suis parti, on était plus de 20 personnes dans l'équipe. Et du coup, j'avais monté un gros pôle marketing et digital. Et on avait connu de belles années, Covid aidant aussi, parce que les gens ont investi dans leur intérieur et extérieur. Donc, et Iri Jardin, c'est une boîte qui fait de la piscine, du spa et de l'arrosage. Donc, clairement, pour le bien-être, et les gens investissaient beaucoup là-dedans. Bon, voilà, je passe le détail, mais en tout cas, je me suis éclaté dans cette boîte. Il y a une très belle ambiance. Le PDG est un mec fabuleux. Et il a des personnes aussi fabuleuses qui travaillent autour de lui, qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, belle boîte. En tout cas, j'aime bien en faire un peu l'article parce qu'il le mérite. Ouais. Mais c'est la fameuse boîte où on voit Sébastien Chabal. Oui, que j'ai signé du coup pendant que j'étais là-bas en tant qu'ambassadeur. Ouais. Voilà, ouais. Ok, c'est toi qui l'as. Okay. Ouais, tout à fait. On l'a signé pendant 3 ans. On le voit à chaque fois sur les pubs, que ce soit à la télé ou même sur les réseaux sociaux. C'est à chaque fois. C'est pour ça que ça m'a fait tilt direct. Iri Jardin, pour moi, c'est Sébastien Chabal. Ouais, Sébastien, en fait, on l'a sollicité pour être ambassadeur de la marque. Ouais. Et pour la petite anecdote, on a fait un spot TV avec lui que donc du coup j'ai organisé et j'ai embarqué toute l'équipe en leur disant écoutez les gars, on va faire un spot TV, mais on va le faire nous. On va pas faire un appel à une agence, etc. Et je dis une fois qu'on l'aura fait, ouais, t'es sûr et tout, tu vois, non mais quand même, putain, on n'a jamais fait ça et tout. On va faire un spot TV et quand on l'aura fait, sur votre CV, vous aurez plus la même tranche. Tu vois, parce que, et même pour vous, tu vois, c'est un truc. Moi, j'aime bien engager les collaborateurs, tu vois, dans la réalisation de soi, tu vois, le haut de la pyramide de Maslow direct. Et donc, on fait ça. Et là, on achète tout le matos, machin, etc. On fait les scénarios, on fait les storyboards, les machins. J'intègre tout le monde. Et pour la petite histoire, moi, j'ai du patrimoine dans le sud du Portugal. J'ai investi là-bas, puis on a une maison de famille. Et là, je dis, ok, pour tourner au mois d'avril autour d'une piscine, il faut du soleil. Donc, on va tous au Portugal. J'embarque une partie de l'équipe et tout. Donc, Chabal arrive au Portugal, voilà. Et mon père descend du Canada, parce que mon père, c'est un fan de rugby. Il a toujours joué toute sa vie au rugby. Il a été à un très bon niveau. Et du coup, il descend, tu vois. Pour voir Sébastien Chabal. Il héberge Chabal chez lui, tu vois. Ils se boivent des bouteilles de vin. Tu vois, mon père, il était trop fan, tu vois. Parce que je me suis dit, putain, j'ai fait trop plaisir à mon père, quoi, tu vois. C'est des choses Chabal qui, en dehors de dormi chez lui, tu vois. sont énormes. C'est des choses à vivre qui sont incroyables et que tu peux vivre qu'avec l'entrepreneuriat. Ou l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est un truc, je pense, qui est sous-coté. C'est que, comme tu le disais, juste titre au début de l'épisode, il y a une gloire à l'entrepreneuriat. J'avais fait un post LinkedIn là-dessus il n'y a pas longtemps. Il y a une gloire à l'entrepreneuriat, le solopreneur, le machin, le truc, l'imopreneur et tout. Voilà, tu peux inventer des mots pour tout. Alors qu'en fait, tu peux vraiment t'épanouir en tant que salarié. C'est juste, il faut que tu en aies les qualités. Il faut qu'on t'en laisse la place. C'est tout. Mais à partir du moment où tu fais tes preuves et que tu commences à justement avoir un peu de track record là-dessus, du coup, tu peux quand même t'éclater. Voilà. Moi, pourquoi je suis parti d'Iri Jardin ? Parce qu'en fait, j'ai été chassé par 4 boîtes début 2022, dont Safety, qui est une boîte bien connue dans le monde de l'immobilier. De réseau de mandataires ? Réseau de mandataires, pour prendre la direction digitale chez eux. Okay. Et rentrer au comité de direction et au capital aussi. Et une boîte qui venait de lever 220 millions d'euros à l'époque. Et qui devait structurer un COMEX parce que c'était un peu artisanal pour une boîte qui faisait. Je ne savais même pas qu'ils avaient levé autant d'argent.
C'est impressionnant. Ouais, ils ont levé beaucoup d'argent. En fait, il y a IAD qui avait levé 300 millions sur une valo à 1,3 milliard. Et donc, du coup, les gros fonds qui n'ont pas pu investir aussi dans IAD parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde se sont dit on va prendre le numéro 2 du marché et puis on va investir dedans. Et du coup, ça a fait des survalorisations de boîtes, clairement, parce que Safety a été valorisé 700 millions à ce moment-là, à peu près, autour de 700 millions. Donc, tu vois, c'est une belle boîte qui crache énormément de cash, franchement gros cash, grosse rentabilité, 14% de EBITDA, vraiment ça crachait. Mais c'est un modèle qui a été porté par ces années fast, des taux bas, etc. Et en fait, qui aujourd'hui a du mal à recruter, parce que plus personne ne veut faire agent IMO aujourd'hui. Alors qu'il y a 2 ans ou 3 ans, c'était très facile de dire je veux faire agent IMO, tu mettais une annonce en ligne, t'avais la queue devant la porte avant que l'annonce soit publiée, tu vois, pour vendre un truc. Maintenant, il faut aller chercher des acheteurs, les acquéreurs, et là, c'est plus compliqué. Mais bien sûr. C'est un boulot qui est plus difficile et qui rapporte un peu moins d'argent. Donc, sur tous les mandataires, les agents immobiliers, j'ai l'impression qu'il y en a certains dans les agences physiques qui ont pignon sur rue depuis des années et juste après la crise de 2008, etc. Donc, eux, ça fonctionne toujours. Et il y en a certains qui galèrent, les mandataires qui n'ont pas de vitrine, qui n'ont pas de... Voilà, et ils ont du mal aujourd'hui à avoir des mandats au bon prix, qui se vendent et qui intéressent les différentes personnes. Donc, OK. Et tu fais bien de faire la différence entre agent immobilier et agent commercial. Effectivement, un mandataire, c'est un agent commercial. Un agent immobilier, il a une carte professionnelle. Il est censé avoir fait des études pour, mais en fait, tu peux avoir la carte avec pas grand-chose. Mais en soi, c'est pas la même responsabilité derrière, etc. Et bien sûr, exactement. Et du coup, tu acceptes cette proposition de Safety ou pas ? Alors, je mets 2 propals de côté. J'ai Safety, puis j'ai une autre boîte qui est plutôt dans le monde du matériel électrique, qui est une belle boîte aussi et qui veut développer sa plateforme e-commerce, tout en me filant aussi la responsabilité du business développement au niveau retail, parce que leurs clients, c'est Leroy Merlin, Casto, machin, etc. Et eux, ils sont fabricants aussi pour de la marque en marque blanche. Donc c'est une boîte franco-chinoise et là j'hésite beaucoup parce qu'en fait j'ai aucun feeling avec Safety, mais vraiment aucun. Je le sens très mal. Il y a une directrice marketing qui est là depuis le début, tu vois. Je me dis ça va être difficile, tu vois. Moi j'arrive, je suis un peu disrupteur, j'aime bien casser les codes et tout, et c'est ce qui avait fait ma force chez Éric Jardin ou avant dans tout ce que j'ai entrepris. Et là je sens que ça va être compliqué, et pourtant j'ai un PDG en face qui a d'énormes attentes après moi. Et je sens que je vais pas pouvoir lui donner parce qu'il m'attend pas là où je vais pouvoir être, tu vois. Et moi, finalement, je veux être là où il m'attend pas. Donc c'est compliqué. Mais j'y vais pour des raisons absolument honteuses, qui sont des raisons pécuniaires en fait, parce que les conditions étaient vraiment très intéressantes. Et puis le fait de rentrer au capital de cette boîte pouvait vraiment m'assurer une petite retraite. Là, il te filait une part de la boîte ou tu devais quand même investir En fait, il y avait grosso modo des actions qui me filaient. En fait, il y avait un très beau package, vraiment fixe, plus de l'incentive qui était assez facile à prendre parce qu'elle était indexée. C'était un plan d'intéressement qui était indexé sur une croissance qui était franchement très facile à atteindre pour Safety, et qui représentait quand même 2 mois de salaire, un salaire qui était déjà conséquent, plus pas mal d'actions gratuites. Enfin voilà, à 6 chiffres quoi. Voilà. Donc voilà, et je pouvais remettre au pot avec des systèmes de boost, etc. en fonction des rendements de la boîte et autres. Bon, franchement, clairement, je pouvais... si je jouais le jeu aussi, parce qu'il faut toujours aussi toi de prendre le risque. Comme je disais, quand j'ai acheté les actions Éric Jardin, j'ai mis mon pognon, on ne les a pas donnés. C'est pas comme des bons de souscription qu'on donne dans les startups et tout ça. Là, j'ai mis mon pognon que j'ai récupéré quand je suis parti de chez Éric Jardin. Mais par contre, ça pouvait vraiment asseoir ma retraite, honnêtement. Voilà. Et du coup, ça se passe comment, cette expérience chez Safety ? Du coup, je fais ce choix. C'est de quelle année à quelle année déjà ? C'est début 2022, ça. Printemps 2022. Ok, donc c'est assez récent. Ouais, printemps 2022. Si tu veux. Et en même temps, j'ai un projet de créer une agence immobilière pour ma belle-fille qui est en BTS immobilier et qui doit faire une année d'alternance, sa 2e année d'alternance, dans une boîte. Et je lui dis, écoute, on va monter une agence immo pour toi. Je débauchais un mec de chez Human Immobilier qui était sur la 60aine et qui avait envie de finir la carrière en bossant avec nous. Tu vois, c'est un mec que je côtoyais en tant qu'acheteur. Et il m'a dit, si tu montes un truc un jour, je viens chez toi. Je lui dis, chiche, je vais le monter pour toi. Et donc, du coup, on a fait ça. Il m'en faut peu, moi. On fait ça. Et finalement, ma belle-fille se rend compte que pour l'immobilier, c'est pas son truc, etc. Mais bref, je crée ça pour elle à la base. Et en parallèle, je rentre chez Safety. Bon, qui n'est pas vraiment un concurrent, parce que moi, c'était une petite agence locale que j'avais créée pour ma belle-fille, tu vois. Pas en concurrence, quoi. Je rentre chez Safety et au bout d'1 mois et demi, je sors. Au bout d'1 mois et demi. Ah ouais, très rapide. Ouais, mais franchement, le premier jour, je savais que ça allait pas durer. Ok. Lunaire, premier jour.
lunaire. Mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que bon, voilà, non, après, c'est ma perception. Voilà, puis en plus, c'est ma perception. Ouais, puis ouais. lui, eux aussi auraient plein de critiques envers moi. Ça va pas matcher dans les deux sens. Hein, donc voilà, c'est pas. Mais si tu veux, lunaire, je sais que ça va pas marcher. Et en plus, j'ai des problèmes assez perso. Des problèmes perso à ce moment-là, tu vois, un peu sentimentaux. Voilà, avec ma femme, on se sépare à ce moment-là. C'est pas, tu vois. Enfin, il y a tout qui se chamboule un peu. Et puis je quittais une boîte dans laquelle j'étais bien pour des raisons quand même pécuniaires qui étaient intéressantes, tu vois, qui n'étaient pas les bonnes raisons, qui sont jamais les bonnes raisons en fait. Et ce que je fais jamais quand je suis du côté entrepreneur d'ailleurs. Hein. Tu sais, le paye-toi d'abord comme tu disais tout à l'heure, moi je le fais jamais, je paye tout le temps d'abord les autres et après moi peut-être qu'un jour je me paierai, tu vois. Et, c'est tout le temps comme ça sur mes activités. Ouais. Et c'est quelque chose que tu regrettes à un moment donné ou tu te dis non, c'est vraiment moi c'est ma vision des choses Non, je le regrette pas et je suis comme ça. Je suis comme ça et je serai toujours comme ça. Ça c'est inné en moi. Voilà, j'ai besoin que mes collaborateurs soient bien avant que moi je sois bien. Ça c'est vraiment important pour moi. Et j'ai monté aujourd'hui suffisamment de patrimoine pour si je me casse la gueule demain, bon, c'est pas vraiment. Enfin, tu vois, j'ai énormément de dettes en face. Mais j'ai tellement de patrimoine aussi en face que si tu veux, si aujourd'hui je me dis je solde toutes les dettes, je vends tout et je solde toutes les dettes, je pense que voilà, tu peux vivre quelques peux avoir années. Des rentes. Non, mais en fait, je facilement. réinvestis tout en cash et et même avec la fiscalité derrière et tout, je pourrais avoir des rentes qui me permettent de vivre tranquillement. Alors peut-être que je vivrai pas dans la maison dans laquelle je suis aujourd'hui, tu vois, et tout, mais en tout cas, je pense que notre avenir est assuré. Maintenant, je veux m'éclater à titre personnel, mais je veux aussi engager des gens avec moi et ça, c'est vachement important. Donc, 1 mois et demi, je me casse. Ok. 1 mois et demi, je me casse d'un commun accord parce que franchement, ça le faisait pas. Et en plus, ils étaient dans une situation un peu compliquée où ils avaient commencé à avoir du mal à recruter. Tu vois, ça commençait à se retourner un peu le marché, commençait à avoir du mal à recruter. Et en fait, je me rends compte que le métier, c'est pas l'immobilier. Le métier, c'est de recruter des agents co. Et en fait, c'est un métier de recrutement. Et ça, c'est lourd parce que ça me plaît pas du tout, en fait. Moi, j'arrive en me disant, je suis dans l'immobilier, c'est cool, tu vois. La redevance, ça va être combien chez Safety entre 150 et 200 euros. Ouais, ok. Ouais. Parce qu'en fait, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça aussi. Enfin, le récurrent sur la redevance. Ouais, puis les rétrocommissions. Et les rétrocommissions, évidemment. Sur le volume transac, avec 5500 agents. Bon, après, t'en as plein qui sont pas actifs. Mais en fait, le nerf de la guerre dans un mandataire social, que ce soit Safety, IAD... Efficity ou... beaucoup, voilà. Et puis t'en as un autre à Toulouse qui est pas mal gros aussi, je sais plus comment il s'appelle, c'est 3 lettres. Et si tu veux... LGM Non, c'est avec un B, ça commence. Avec un B... BSK. BSK, oui. BSK Immobilier, BSK. dans le siège à Toulouse aussi, pareil, qui fait énormément de cash. Les commissions sont super importantes, donc ils ramassent beaucoup de monde en ce moment. Ils ramassent beaucoup de monde. Et si tu veux, en fait, la grosse problématique de ces réseaux-là, c'est le recrutement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 40% de turnover sur les 12 premiers mois avec les nouveaux mandataires qu'ils ont. Le mec, il était bouché la veille, l'autre, il était coiffeur, l'autre, il était machin. Bah oui, il se retrouve là. Au bout de 6 mois, il a payé 1200 balles de redevance. Il n'a pas eu une offre, il n'a pas rentré un bien. Il se dit, attends, si je rentre un truc maintenant, je vais le vendre dans 6 mois. Donc en fait, pendant 1 an, je vais pas faire de chiffres. Et la plupart des gens qui rentrent là-dedans, faut pas se voler la face, ils ont pas 2000 balles de côté. Ouais. Ils pensent que ça va leur sauver la vie, que ça va être game changer, mais en fait, non, c'est un vrai métier. Enfin, tu vois, c'est du business. Et souvent, la formation qui est faite à travers ces réseaux-là, elle n'est pas à la hauteur d'une formation complète qu'on peut avoir sur un BTS, sur quelque chose d'assez poussé, pour vraiment être bon dans les aspects juridiques de l'immobilier. En fait, elle est surtout pas terrain. Ok. Mais moi, je trouve que franchement, les mandataires, quand je les rencontre, niveau juridique, même fiscalité, c'est aberrant. C'est catastrophique. Donc, je me dis, bon, elle est pas terrain, mais elle est théorique très léger, très light, quoi. Moi, j'ai fait la formation IAD parce que à un moment dans mes multiples activités, j'avais pris juste une petite attestation de collaborateur IAD pour faire quelques mandats, tu vois. Donc, j'ai fait leur e-learning avec des fautes dans les réponses, mais pas d'orthographe, des fautes de fond, des fois dans les réponses. Bien sûr. Franchement, Safety, la formation était plus quali. Honnêtement, en toute objectivité, elle était plus quali. Mais après, ça reste une formation hyper light. Et puis surtout, il faut connaître ton marché, ton terrain, avoir du réseau. Si t'as pas de réseau, tu fais rien. Hein. Parce que taper aux portes, au bout d'un moment, c'est bien. Faire de la pige sur le bon coin, c'est bien. Mais tout le monde fait ça, tu vois. Donc au bout d'un moment, ce qui fait la différence, c'est le réseau. Tes arguments, c'est difficile. Tes arguments. Pourquoi t'es meilleur qu'IAD ? Pourquoi t'es meilleur qu'Orpi qui est là depuis 15 ans dans la rue ? Pourquoi t'es... Enfin, tu vois ? C'est dur. Faut se battre. Dans ce métier. C'est dur dans ce métier. Donc il faut vraiment avoir la fibre en soi, je pense. Et voilà, tout le monde ne peut pas faire ça.
Donc je me casse, bref, voilà. Et du coup, tu as monté l'agence avec pour ta belle-fille. Ma belle-fille, ouais. Et la personne de chez Human que tu recrutes, que tu débauches. Ouais. Et ça se passe comment? Parce que du coup, tu te lances à fond dans ce projet-là? Alors, je me lance je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant, tu vois, j'ai d'autres opportunités. J'ai des opportunités. Je travaille un peu aussi en collaboration avec WeSeed, qui est une boîte de crowdfunding sur la partie digitale, etc. Donc, tu vois, je refais un peu de consulting. J'ai des demandes, j'ai des propositions d'embauche, j'ai des demandes de consulting parce que je communique mon départ sur LinkedIn en toute transparence, tu vois, avec voilà, ça l'a pas fait, etc. Et je communique. Un petit Safety c'est fini, tu vois, pour reprendre une chanson bien connue. Et donc j'ai des propals, mais j'ai plus envie de retourner là-dedans. Ça, tu vois, ça fait 4 ans et demi que j'étais chez Eric Jardin, là je me dis non, ça va pas marcher. Donc j'ai envie de réentreprendre un truc, et en me disant ok, c'est le dernier projet que tu vas entreprendre, mais par contre c'est vraiment celui où tu vas t'éclater, et voilà, et ce qui va t'amener jusqu'à ta retraite anticipée, fortement anticipée. 45 ans. Ça, c'est une target depuis longtemps. Ouais. Enfin, en retraite, on sait tous de quoi on parle, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment une retraite. Tu t'arrêteras jamais. Quand t'es entrepreneur, impossible. On s'arrête jamais de faire des projets. Mais pour le coup, on fait de manière un peu plus light. Tu feras toujours peut-être des projets de marchand, etc. Ouais. Mais tu auras revendu ta boîte. Ouais, c'est ton objectif, en tout cas, à 45 ans, d'avoir revendu Artae. En fait, utopiquement, je me dis, j'aimerais juste y mettre, tu vois, un DG, un truc demain, voilà. Mais je sais que ça marche pas. Je sais que si t'es pas là, ça marche pas. T'as beau avoir le mec le plus sincère, honnête et tout du monde, si t'es pas là pour animer et donner un peu, impulser le truc, ça marche pas. Donc je pense qu'effectivement, il vaut mieux vendre et passer à autre chose que essayer de déléguer, parce que tous les entrepreneurs avec qui j'ai discuté, et peut-être toi aussi c'est le cas, qui ont essayé de mettre une autre personne à leur place, ça ne fonctionne jamais. Mais souvent, on le voit de plus en plus pour moi dans les projets, et c'est pour ça qu'il y a des podcasts, etc. C'est que les gens t'achètent toi avant de t'acheter le produit. Oui. Même si tu as fait le meilleur boîte du monde avec le meilleur produit, si personne ne le voit et si c'est représenté pas par une personne qu'ils apprécient, et ben les gens vont pas forcément accéder à ton service, etc. Donc c'est vrai que c'est toi qui es mis en avant sur ta boîte et les gens t'achètent pour ça. Même si... Alors ça, c'est plus pour les petites boîtes quand même. Ouais, mais aujourd'hui, une agence immobilière, c'est quand même une personne. Tu vois, moi, je prends toujours l'exemple de Stéphane Plaza. Ouais. La boîte Stéphane Plaza, je sais qu'il y a des petits, entre guillemets, sans être péjoratif, mais des petits vieux qui vont voir l'agence Stéphane Plaza. Ils l'ont vu sur M6, ils ont kiffé ça. Ils vont donner le mandat à l'agence Stéphane Plaza d'en bas. Ils connaissent pas une seule personne, mais ils voient Stéphane Plaza. Ouais. Oui, ça peut. Donc mais ça marche aussi si sur tu des prends les autres réseaux, un Century, tu es incapable de me citer le nom du PDG. Ah non, mais c'est sûr. Ouais, parce que ça, c'est des gros réseaux qui sont là depuis un moment, etc. Et c'est des grosses boîtes. Je suis d'accord avec toi, ça marche plutôt pour les petites boîtes, mais aussi pour les boîtes, tu vois, qui ont Anthony Bourbon de Feed. Enfin, il y en a beaucoup, tu vois, des grosses personnes qui ont aussi fait gaper le projet grâce à leur personnel branding. Oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi, et c'est absolument le travers dans lequel je veux pas être, justement. Ouais. Donc tu veux te détacher un petit peu. Parce que ça a aucune valeur, ta boîte, en fait. Enfin, ta boîte, elle a zéro valeur, tu vois. Si tu vas chez le boulanger, pas parce que sa baguette elle est bonne, mais parce que lui il est sympa, ta boîte elle a aucune valeur, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème souvent de petits commerçants qu'ils ont en local, c'est que ça ne tient que par eux. Et ça, c'est un truc que t'as pas dans l'e-commerce, et c'est hyper chouette. Parce que tu vois, dans l'e-commerce, les gens sont hyper détachés par rapport à ça. Tu vois, je te prends l'exemple de... Parce que nous, on n'est pas une agence IMO, mais je vais juste refaire un peu l'historique. Donc du coup, je monte cette agence pour donc Jade, ma belle-fille. Ce mec-là arrive donc de chez Human, bon feeling et tout, mais il tombe malade très vite. Et donc du coup, il est plus au rendez-vous. Donc je me retrouve à devoir gérer Jade, qui est complètement perdu, qui sait pas quoi faire. Et moi, je suis pas agent IMO, quoi. Donc j'en sais rien en fait. Je sais pas ce qu'il faut faire et tout. J'ai jamais démarché, jamais fait de pige. Tu vois, c'était lui qui devait la former. Et là, je me dis, attends, il y a un problème. Je recrute une autre fille qui vient de chez Stéphane Plaza sur la ville de Montauban, qui du coup, elle était déjà agent co. Elle la forme un peu, elle apprend un peu sous son aile et tout ça. Mais au bout d'un moment, je sens que ça va être compliqué. Et moi, je peux pas dédier du temps, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais ? On se heurte à un truc qui est assez commun, c'est des problèmes de différenciation, comme je te disais tout à l'heure, et on va dire de valeur ajoutée par rapport à un concurrent qui est là sur la place depuis longtemps. On fait du porte-à-porte, on fait du démarchage, etc. Les gens nous disent pourquoi je veux le filer à vous, Artae, je ne sais même pas comment vous appelez, vous existez depuis quand, Century, ils sont là, ils ont vendu ma précédente maison, machin, ok. Bon, effectivement, qu'est-ce que tu veux dire à ça ? Bah ouais, on est sympa, on est cool, mais en fait, on a tous les mêmes outils, quoi. Enfin, au bout d'un moment, tu vois... Bien sûr, ouais. Voilà. C'est dur de se démarquer quand tu es une agence immobilière, surtout quand tu en crées une. Bien sûr. C'est dur de se différencier. Les honoraires, bon, au final, 5%, les mêmes, 6%, 4%, bon, c'est pas ça qui fait la diff.
À part si tu leur dis que tu vas travailler gratuit, là, et ok, ils te signent de suite. Mais c'était pas le cas. Et là, je pars au Portugal l'été, en vacances, là, été 2022, et je me dis, écoute, je me dis à moi-même, écoute, là, il y a un truc qui va pas. Toi, il faut que tu aies une activité, parce que du coup, il faut que tu repartes dans un truc, et il faut que tu fasses un projet qui t'anime, et surtout un projet sur lequel tu es légitime. Tu vois, je te parlais beaucoup de légitimité, de recul, d'expertise et tout ça. Et là, je me dis, attends, tu as écrit un bouquin sur l'investissement immobilier en 2020. C'est comme ça que tu m'as connu d'ailleurs, je crois. Bien sûr, exactement. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur l'investissement locatif. C'est grâce à ton livre, c'est Sans Richer grâce à l'immobilier, qui était génial. Un super livre que je recommande d'ailleurs. Il est toujours, il est toujours disponible sur Amazon ou quoi. Amazon. Ok, je vous le recommande avec grand plaisir. Donc merci en tout cas pour la promo, mais j'en réécrirai un bientôt pour faire le bilan, je pense. Tu vois, depuis 2020 quand même, ça date. Il a changé un petit peu. Donc je pense 5 ans après, genre 2025. Et si tu veux, j'ai écrit un bouquin, j'ai une petite communauté, j'interviens dans des séminaires, j'ai un podcast sur le monde de l'investissement et de l'immobilier. On m'invite dans des trucs aussi, sur d'autres podcasts, tu vois, et tout. Je me dis, bon, il y a une légitimité qui est sincère et qui est là, et de plus en plus de gens me demandent de les accompagner en ce sens. Donc je me dis, je vais transformer cette agence IMO en une société d'investissement clé en main, comme les grosses connues du marché, dont Mastéos qui s'est bien cassé la gueule, qui vient d'être reprise. Par exemple, et parce que je le fais déjà pour des copains, etc. Donc là, je me dis, ok, je vais transformer là-dessus. Et donc aujourd'hui, Artae Immobilier, c'est ça. Donc tu vois, 1 an et demi après, on est 11. Donc 5 salariés, moi, qui suis un peu hybride, parce que comme d'hab, je ne me paye pas, quoi. Et puis 5 indépendants, qui sont des consultants indépendants en investissement locatif. Donc du coup... Donc c'est des mandataires. Ouais, alors non, ils ne sont pas vraiment mandataires. Parce qu'en fait, notre métier, il est particulier. C'est des chasseurs ? Non, c'est pas des chasseurs. Okay. Notre métier, il est particulier. Alors oui, c'est des chasseurs quand il s'agit de faire la partie acquisition, mais si tu veux, on fait tellement de choses, et notamment le nerf de la guerre, c'est de gérer les travaux. C'est ça le nerf de la guerre en fait. Dans les boîtes de clés en main, c'est ça. Et c'est là où Mastéos n'a pas été bon et a sous-estimé le truc, c'est dans l'exécution. Exactement. Ils ont cru que c'était scalable les travaux. Ils ont dit on fait des travaux à Marseille comme on en fait à Paris, comme on en fait à Toulouse et à Montpellier. Impossible. Alors, je te donne un exemple. C'est duplicable, mais c'est pas scalable. Un exemple d'aujourd'hui. Ce matin, donc tu as été un peu en retard sur le podcast et franchement, j'ai failli l'être. Plus que toi, et ça me faisait flipper. Je me suis dit, d'ailleurs, j'ai fait une story sur Instagram, j'ai dit putain, ils vont me mettre en retard et me faire passer pour un pimpin parce que c'est un artisan qui devait venir récupérer une cuisine dans un de nos entrepôts, parce qu'on fait aussi des cuisines, à nos entrepôts, et qui devait venir à 8h30, il est arrivé à 9h30. Je l'ai attendu 1 heure. Bon, ça va qu'avec un téléphone, j'arrive à m'occuper, j'ai toujours des trucs à faire, tu vois, des mails à traiter, des machins, des trucs, des stories à la con à faire, voilà. Mais 1 heure de retard. Et ça, quand tu gères 50, 100, 120 chantiers en France, dans toute la France, t'imagines, tu cumules toutes ces heures, le temps perdu que tu passes à payer des gens, à attendre des gens qui n'arrivent jamais. Enfin, au bout d'un moment, c'est un métier de gérer les travaux. Et après, il y a l'autre nerf de la guerre, c'est l'ameublement et la décoration. Et beaucoup ont industrialisé ça sur le marché. Oui, il y a beaucoup d'acteurs, même pour en citer que 2 ou 3, Easy Immobilier, etc. Enfin, il y en a plein qui ont fait... Ouais, et d'autres là qui nous sollicitent aussi, tu vois, on bosse avec eux et tout. Peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Aujourd'hui, moi, ce que je veux pas, c'est quand tu arrives sur notre page de réalisation, avoir des appartements qui se ressemblent. Voilà. Donc, on fait... Chaque appartement est unique. Ouais, que du sur-mesure. Ok. Tout le temps. Que du sur-mesure dans la chasse. Donc, on n'a pas de catalogue, parce que aussi le travers un peu des gros, c'est qu'ils ont des opportunités qui arrivent. Puis dès qu'ils signent un client, ah bah tiens, on a un truc pour vous, ça match, voilà, ça match ou ça match pas, mais tu as l'impression que c'est une appli un peu matrimoniale, là, tu vois, où tu dois matcher des gens en fonction de tes appétences, tu vois. Et donc, nous, on signe un contrat et après, on va chercher le bien. On fait les travaux de manière très pro, comme mieux que si on les faisait pour nous. Mais, et ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'on les fait faire pour des clients, mais nous, on l'a déjà fait. Moi, des travaux, j'en ai fait des dizaines d'appartements à rénover, des projets de marchands aussi, enfin, tu vois. Et du coup, on a une compétence. Et toute l'équipe d'Artae a une compétence et une expertise vraiment ancrée dans le monde de l'immobilier. On n'a pas recruté pour recruter. Le but, c'est qu'on recrute des gens qui ont déjà fait et qui peuvent le faire pour d'autres. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, tu travailles donc. Il y a toujours Jade dans la boîte ? Non, alors Jade, l'immobilier, ça ne l'a pas plu du tout. Elle est partie dans l'assurance. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc non. Mais par contre, tu travailles avec ta femme aussi sur ce projet-là. Ouais. Comment ça se passe de travailler en couple, du coup, dans une boîte
Ma femme nous a rejoint il y a 1 mois et demi, donc tu vois, c'est assez récent. Okay. On en parle depuis très longtemps. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours risqué. On l'a vécu dans le monde du vélo, on s'est cassé la gueule tous les deux parce qu'on était ensemble. Bon, là, on a repris les risques. Après, c'est une boîte où on gagne quand même mieux notre vie que dans le vélo. Voilà, clairement, les marges sont meilleures. Après, comme je le disais sur mon bilan LinkedIn fin d'année, les marges sont trop bonnes pour être normales. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des trucs qu'on ne fait pas assez, dont la communication. On n'investit pas assez dans notre communication parce que j'ai privilégié la maîtrise de l'exécution avant de communiquer. Tu vois, on en revient toujours au même truc. Le syndrome de l'imposteur par rapport à ça, de se dire il faut que je fasse bien les choses avant de pouvoir communiquer sur le fait que je sais faire. Aujourd'hui, j'ai 100 et quelques avis sur Google. Ils sont tous 5 étoiles. Le jour où j'en ai un 4, je te jure que je dors pas, quoi. Tu vois, et j'en aurai. C'est évident. Tu vois, quand tu industrialises un peu plus, t'en as. Mais c'est ce genre de truc qui est un peu une garantie morale vis-à-vis de nos clients, comme quoi on va bien faire le boulot, parce que vraiment, c'est hyper important pour moi d'avoir cette image, si tu veux, de qualité, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un peu du développement de Artae et de ce que... Donc, tu as 39 ans, ça veut dire que dans 6 ans, tu souhaites potentiellement revendre cette boîte-là. C'est quoi le développement que tu vas mettre en place pour arriver à quel chiffre d'affaires? C'est quoi tes objectifs? Alors, aujourd'hui, là, on est sur un trend où on va faire... Donc c'est une première année finalement parce qu'on a un exercice qui finit au 30 septembre. Ok. Alors ça c'est une astuce pour les gens qui n'ont pas beaucoup entrepris, mais les entrepreneurs qui nous écoutent connaîtront l'astuce. Mais en fait, alors non, c'est surtout ta holding, grosso modo, il faut que son exercice soit décalé par rapport à tes filiales pour que les dividendes puissent se redistribuer sur le même exercice, enfin en tout cas sur la même année. Voilà, donc globalement, ta filiale termine le 30 septembre, ta holding clôture au 31 décembre, ce qui fait que tu peux faire remonter tes dividendes très facilement sans attendre 1 an derrière. Donc ça, c'est une petite astuce des gens qui ont plusieurs entreprises ou en tout cas régime mère-fille. L'objectif, si tu veux, donc là, ça fait grosso modo 1 an qu'on est à Lyon maintenant. Donc on a ouvert une antenne à Lyon. On a ouvert à Bordeaux la semaine dernière. Et on a ouvert à Pau il y a 1 an en même temps que Lyon. Donc Pau, Tarbes, Lourdes. Donc on est bien implanté sur le sud-ouest, puisque alors je parle pas de Toulouse évidemment, mais Toulouse c'est là où on a notre cœur de business. Clairement, c'est 80% de nos projets aujourd'hui. Okay. Toulouse est 1 heure autour de Toulouse. Donc on va à Carcassonne, on peut aller à Narbonne, on peut aller un peu partout. On est même allé à Cahors, dans le Lot aussi. Enfin, il y a plein de... On peut aller partout. Grosso modo, l'objectif aujourd'hui, cette année, c'est de clôturer entre 800 000 et 1 million de chiffres. Voilà. Ce qui est pour le coup plutôt pas mal pour une première année complète. Quand tu dis chiffre d'affaires, c'est travaux compris? Non, on ne facture pas les travaux. Non. Vous facturez pas les travaux? C'est que de la prestat de service, de honoraires en fait. C'est que des honoraires. C'est que des honoraires d'accompagnement. Accompagnement et des honoraires d'agencement, tu vois, modélisation 3D, archi d'intérieur, etc. Parce qu'on a une archi d'intérieur en salarié aussi en interne. Donc entre 800 000 et 1 million, c'est la target de la fin d'année. En fait, on est plutôt sur un BP où on est un BP à 800 000, à peine en dessous de 800 000, mais le trend est assez bon. Mais peut-être qu'on fera plutôt 800 000 qu'un million, je pense. Par contre, avec un résultat qui semble, en tout cas aujourd'hui, qui est bien parti pour être au-delà des attentes. Et c'est là où j'ai un warning, tu vois. Alors c'est bien, c'est super, tu peux te gargariser, mais c'est là où j'ai un warning, je me dis que c'est pas normal. C'est-à-dire que peut-être dans les années à venir, tu vas le payer sur le fait de ne pas avoir assez investi en communication, assez structuré cette partie-là? Je pense. Ok. Je pense. Donc c'est pour ça que là, on est en train de revoir un peu notre sujet de communication. Et on va essayer de faire des choses un peu différentes. Voilà, et surtout d'investir un peu de budget. Puis en plus, moi, c'était mon boulot, quoi. Ça a été mon boulot la plupart de ma carrière, tu vois, pro. Donc, de faire de la communication. Donc, voilà. Donc il y a ça, et après, pour répondre à ta question, pour se développer, donc moi les BP à 3 ans, machin, je les fais que pour les banquiers. Mais franchement, je suis très au jour le jour. Ça peut, comme je te dis, j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie le fait de se casser la gueule en 24 heures ou en 48 heures, les plans sur la comète, voilà. Donc à 45 ans, je sais pas comment je vais faire, j'ai quand même une grosse vision macro du truc, évidemment. Ce qui est sûr, c'est qu'on va ouvrir le Portugal aussi là très bientôt. Ok. Pourquoi ? Parce que j'ai une expertise sur le sud du Portugal et que j'ai une collaboratrice qui développe Bordeaux maintenant, qui aussi a une expertise sur la ville de Porto. Donc on va développer le sud du Portugal et Porto. Il se trouve qu'elle est d'Amérique latine, donc elle parle très bien espagnol, donc on va certainement aussi ensemble développer l'Espagne dans un second temps. Okay. Et moi j'aimerais, et s'il y a des gens qui veulent rejoindre l'équipe aussi, j'en profite, j'aimerais développer d'autres régions de France. Okay. Donc
tu étais de Montpellier, j'aimerais développer Montpellier, une ville étudiante où, et franchement, en plus, ça, on sait faire, quoi. À Toulouse, c'est un peu la même typologie de ville, tu vois. C'est pas très grand comme ville, il y a beaucoup d'étudiants, le centre historique est sympa, enfin, tu vois. Voilà. Et puis, il y a de tout. Et si tu veux aller chercher du rendement, tu t'excentres et tu vas ailleurs, il y a de tout. Donc, Montpellier, j'aimerais targeter d'autres villes un peu partout en France. Et le but, c'est d'être national ? Le but, c'est d'être national et international. Ok. Enfin, en tout cas, Europe et Amérique du Nord. Ok. Voilà, Amérique du Nord. Alors ça, j'en parle maintenant, mais c'est plutôt dans un temps 2. C'est-à-dire que moi qui ai vécu 5 ans au Canada, qui ai beaucoup d'attaches là-bas, je compte y retourner. Je compte y retourner dans quelques années et du coup développer un peu cette activité là-bas pour accompagner les expatriés français à investir en France. Donc avec tout ce qu'on a monté ici, finalement, pouvoir aussi s'en servir pour accompagner des expats. Et puis faire l'inverse, accompagner des Français à investir en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ça peut être la Floride, ça peut être Californie, ça peut être New York ou autre. Voilà. C'est assez sympa parce que du coup, ça retrace ton parcours. Ouais. C'est-à-dire avec le Portugal, etc., cette boîte-là, j'ai l'impression que tu as envie de la construire comme ça, de te dire, je vais retracer mon parcours de ce que j'ai fait pour finir un petit peu là où tu as commencé. Mais effectivement, c'est un peu ça. Donc peut-être qu'inconsciemment, oui, c'est très égoïste. Mais il y a aussi... C'était pas la volonté de dire ça. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais je me dis, tu vois, en le disant, je me dis, c'est peut-être égoïste. En même temps, maintenant, il faut peut-être que je pense à moi aussi, tu vois, voilà. Et surtout, c'est là où j'ai de l'expertise, en fait. Exactement. Donc, le marché à Montréal, je le connais. Et puis, je ne ferais pas acheter un truc là-bas avant d'avoir acheté un truc moi-même là-bas, tu vois. C'est ça, le truc. C'est comme au Portugal, j'ai acheté, ça fait 5 ans que je fais tourner un Airbnb dans le sud du Portugal. Je peux tout te donner. Et il y a un exemple très concret que ne pouvait pas faire Mastéos, par exemple, ou d'autres concurrents, c'est que quand on a un prospect et qu'on lui met une simulation de loyer et qu'il me dit « Ouais, vous abusez, j'ai regardé sur le Bon Coin », c'est toujours le truc classique, « J'ai regardé sur le Bon Coin, il y a les T2 qui se vendent, qui se louent 100 € de moins. » Je leur dis « Ok, pas de souci, bougez pas, je vous partage mon écran. » Et là, je leur montre mon outil de gestion locative perso de mes biens à moi. Et je leur dis, regardez, il y a des baux, il y a des gens en face, il y a des loyers qui... Enfin voilà, il n'y a rien de plus concret que ça en fait. Moi, je regarde jamais le Bon Coin pour savoir combien je dois louer mon bien. Je le sais en fait. Donc, appuyez-vous là-dessus, quoi. C'est clair. Bon, de toute façon, Thierry Vignal, il ne pouvait pas te le dire parce qu'il a échoué ses 3 premières opérations immobilières avant de monter Mastéos et de se dire, on va lever je sais pas combien de millions, recruter 400 personnes, alors, dupliquer... Thierry Vignal, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu l'as sollicité pour venir ici. Alors, mais moi, j'en ai... J'ai pas forcément trop envie de le rencontrer et d'échanger avec lui parce que j'ai un peu de mal. J'adhère pas forcément avec la personne. Mais par contre, je trouve que ça a été un génie du marketing pour le coup. Mais en exécution et en purement immobilier, moi, quand j'ai écouté les premiers podcasts, je me suis dit, mais il y a un souci. Et quand j'ai rencontré nos concurrents en fait, sur le marché à Montpellier de chez Mastéos, je me suis dit, il y a un énorme souci, un énorme problème. Et ça faisait 1 an que je disais, mais ça va couler Mastéos, c'est pas possible que ça tienne. Et on recrutait beaucoup de clients en fait, qui venaient de chez Mastéos, qui nous disaient, mais c'est catastrophique. Notre chantier, il n'a pas commencé, ça fait 4 mois qu'on est propriétaire. Enfin, il y avait beaucoup d'erreurs d'exécution. On se disait, mais ça tiendra pas. Sur le long, c'est sûr que ça tiendra pas. Ça n'a pas manqué, hein. Honnêtement, ils ont échoué leur projet, quoi. C'est exactement ce que je disais à mes équipes. Tu vois, j'ai organisé un team building au Portugal pour leur faire découvrir la région en septembre dernier. Justement, j'ai invité toute l'équipe à Artae. On a fait un team building de 4 jours là-bas et je leur ai fait un topo sur justement Mastéos et en leur disant que le modèle n'était pas possible en fait, en l'état et que ça allait se casser la gueule. Donc, ça s'est cassé la gueule, j'avais la même vision que toi. Et alors moi, Thierry Vignal, c'est marrant parce que j'ai un peu la même vision que toi. Tu vois, en fait, je trouve qu'on l'a trop vu. Et que encore une fois, tu peux pas... une boîte qui faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu peux pas avoir une seule image. Tu vois, voilà. En fait, c'était Thierry Vignal, Mastéos. Tu vois, c'était lui. Mais après, j'ai l'impression qu'il avait besoin de ça. Mais je me demande si c'est pas narcissique. Parce que, en fait... Tu vois, on a la même avis. En fait... Thierry, si tu nous écoutes, j'aimerais bien t'inviter à mon podcast, qu'on en discute face à face. C'est intéressant, même si je sais que tu fais du MMA et tout et que moi je suis tout gringalé, mais c'est pas un souci. C'est pas le but, c'est d'avoir plutôt un battle d'arguments. Mais en fait, c'est quand tu coules une boîte comme ça et que t'es encore aussi visible qu'avant de la couler, tu vois, c'est que t'as un besoin d'être là. Tu as un besoin d'être sous les projecteurs, etc. Et il y a un besoin, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, ta boîte, elle a coulé, tu vas pas nous raconter toute l'histoire à chaque fois. Tu vois, voilà. Mais c'est vrai, il est passé sur je sais pas combien de podcasts pour dire on a coulé la boîte. Et quand il le dit, en fait, et je pense que c'est pour ça, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir d'échanges avec lui parce que il le dit très clairement. Il dit, en fait, on s'est amusé, c'était une aventure. C'est grave.
il y a 60 millions de pertes quand même, tu vois, des investisseurs. Donc il y a une différence de valeur qui pour moi est vachement importante et où je ne serais pas forcément fier de mettre en avant une personne comme ça dans mon podcast. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai même pas envie d'avoir une discussion avec lui, si ce n'est au téléphone, tu vois, une discussion qui ne le met pas en avant et une discussion sincère et honnête. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis moi, alors oui, il y a les fonds qu'il a plantés, etc. Mais bon, à la limite, c'est leur boulot, ils ont pris leur risque, etc. Exactement. Par contre, les salariés qu'ils ont débauchés à tout va, des mecs qui étaient dans des boîtes qui étaient stables, tu vois, à qui ils ont dit viens, on va te mettre plus 30% de rémunération chez nous, etc. Et au final, et pour un an après, les remettre sur le marché. Alors bon, normalement, ces profils-là, ils sont sur des marchés tendus, tu vois, les profils tech, digitaux, etc. Surtout à Paris, c'est tendu. Mais bon, malgré tout, peut-être qu'ils ne retrouveront pas la même rêve. Peut-être que, tu vois, ils ont perdu une qualité de vie professionnelle qui était bonne. Ils ont peut-être planté des petites boîtes pour rejoindre cette grosse boîte-là aussi. Enfin, je suis d'accord, il y a un impact humain aussi à travers un échec de boîte qui n'est pas sous-estimé et où on a l'impression que tout va bien. Écoute, c'est l'aventure d'une boîte. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, il en remontera une autre. Bon, écoute. Mais bon, voilà, en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour des petits acteurs comme nous qui sommes très... on va dire très à cheval sur l'expertise locale. Voilà. Et c'est hyper important parce que en fait l'expertise locale elle se scale pas du tout, elle se duplique, elle s'apprend et c'est là où c'est assez fort, c'est que tu prends aussi des personnes qui sont spécialisées localement pour ouvrir une ville. Donc ça c'est vrai que c'est assez pertinent dans ton modèle. Écoute, pour clôturer le podcast, parce que je sais que tu as un rendez-vous après, on est un tout petit peu en retard. C'est pas grave. J'ai 2 dernières questions à te poser, savoir si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui. C'est la question de fin. Un conseil qui t'a marqué, du coup. Forcément, il y en a plein, j'imagine, mais un qui t'a impacté personnellement dans toute ton aventure entrepreneuriale. Si j'ai un conseil à donner, j'ai absolument pas préparé le truc, c'est ça les gars. Ah non, mais je sais que t'as pas préparé, y a pas de souci. Prends le temps à réfléchir quelques secondes. Hein. Si j'ai un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance, c'est croyez en vos valeurs, à vous déjà. Croyez en votre projet à vous. Faites abstraction de ce qu'on vous dit, mais tenez-en compte quand même. Parce qu'il y a aussi, tu vois, le travers de l'entrepreneur qui se dit voilà, ok, attends, c'est moi, c'est mon truc, c'est mon projet, j'y vais. Ouais, toi, c'est bon, t'es un vieux con, je t'écoute pas. Toi, t'es trop jeune, je t'écoute pas. Toi, tu vois, toi, t'as rien fait, je t'écoute pas. Toi, t'as planté une boîte, je t'écoute pas. Tu vois, non. Prenez et après, arbitrez en fonction. Prenez ce que vous avez besoin, laissez ce dont vous n'avez pas besoin, etc. Ça, c'est la première chose, je pense, c'est écouter, mais par contre, soyez certain de ce que vous voulez mettre en place. Parce que si vous n'êtes pas certain et que vous doutez, enfin, vous allez douter tout le temps, mais si vous doutez, ça, vous pouvez vite en fait changer de trajectoire et du coup, je pense ne pas arriver au bout. Et il y en a beaucoup quand même qui n'arrivent pas au bout. C'est clair. Et eux, on n'en parle pas. Hein. Ils ne font pas de podcast. À part Thierry Vignal. Non, mais pour le coup, il est arrivé au bout, mais par pas de la bonne manière. Ouais, c'était pas le bon bout. Non, après, il y a aussi le fait, moi, si je peux juste transcrire mon expertise personnelle, c'est effectivement sachez dire non. Voilà. Sachez dire non quand on vous propose des projets qui pourraient vous dévier aussi d'un truc qui pourrait vous disperser de votre projet principal. Sachez dire non quand on vous dit attendez, mais ce service-là, pourquoi vous le faites pas pour telle ou telle cible, ou pourquoi vous développez pas un nouveau truc et tout. Ouais, l'idée est souvent bonne, tu vois. Mais non, stay focus, tu vois, et hop, tu restes. Sauf si tu en as 100, 150, 200 qui viennent demain et tu dis, ouais, ok, il y a une opportunité qui répond à une demande de marché, etc. Mais c'est vrai que la première personne qui vient te demander, est-ce que tu peux faire ça en plus, c'est pas forcément la bonne réponse que de dire oui. Et chacun a sa petite idée sur le sujet. Et tu vois, c'est un peu comme, je reprends souvent l'exemple du graphiste. Tu vois, un graphiste, un web designer, il fait de la créa. Donc par défaut, il crée, etc. La créa, c'est hyper subjectif. Donc chacun a un avis sur une créa marketing. Chacun. Tu demandes 10 personnes dans la rue, chacun va te donner un truc différent. Sauf que ton métier, à toi, c'est de faire du marketing, pas le leur. Donc en fait, c'est à toi, tu vois, de rester focus, encore une fois, sur ce que tu veux faire et sur ce que tu veux délivrer, en fait. Voilà. Et là où tu veux aller. Voilà. Après, j'ai pas forcément de conseils à donner. Je pense que c'est, comme je le disais, c'est inné, en fait. Donc voilà. Par contre, ne confondez pas aussi le solopreneuriat avec l'entrepreneuriat. Moi, je suis un entrepreneur, comme je le disais, au sens où je mets en avant d'abord mes équipes et je bosse avant tout en équipe pour mes équipes et grâce à mes équipes. Et ça a toujours été important pour moi, autant quand j'étais manager dans des boîtes que quand je suis entrepreneur. Et par contre, j'ai souvent eu peur dans mes précédentes expertises entrepreneuriales d'embaucher des gens. Et en fait, il faut se lancer. Il faut embaucher.
vous pouvez commencer à embaucher déjà des alternants. Donc, c'est une économie qui peut être intéressante avec des aides de l'État. Après, ça ne coûte pas moins cher qu'un SMIC au final. Ça dépend de l'âge aussi des alternants, etc. Mais déjà, vous pouvez commencer là-dessus. Et puis après, embaucher pour vous soulager et mettre votre force là où vous êtes bon. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui perdent du temps à travailler des lacunes, mais c'est comme les sportifs. Travailler des lacunes plutôt que de surbooster vraiment leur qualité. Tu vois. Exactement. Voilà. De voir là où tu es efficient et où tu as ta zone de génie finalement et où tu peux performer. Et c'est là où il faut appuyer et c'est là qu'il faut facturer cher cette partie-là. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour je t'en prie. Ces 2-3 petits conseils. Merci où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi? Et d'ailleurs, j'en reparle, on en a parlé un petit peu, mais il faut absolument qu'ils écoutent ton podcast qui est génial, que j'écoute aussi. Merci. Donc Money Tree, moi je l'avais dit à la manière française. Money Tree, c'est ça. L'arbre de la fortune. Exactement, mais qui est génial et tu as reçu de super invités. Donc j'invite aussi à l'écouter. Et le livre S'enrichir grâce à l'immobilier aussi, qui est toujours disponible sur Amazon. Merci pour cette petite promo, Maxime. Avec grand plaisir. Ravi d'avoir échangé avec toi. Pour me suivre, Instagram, Julien Calamotte, tout attaché. Je me cache pas comme toi, nom, prénom, tu vois. Classique. Toi. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de pseudos, des trucs. Au début, c'était Julien Invest, tu vois. Parce que je voulais pas mettre mon nom. Et j'arrivais dans des soirées. Quelqu'un me présentait Julien Calamotte, tu connais pas? Non. Mais si, Julien Invest. Ah oui, Julien Invest. Bon, ok, j'ai dit ça, c'est pas possible, tu vois. Tu changes de nom de famille. Donc, Julien Calamotte, voilà, vous me trouverez facilement sur Instagram. Et puis, suivre les aventures aussi d'Arta Immobilier si besoin. Voilà, parce qu'on partage énormément de réalisations de nos clients, enfin, qu'on fait pour nos clients. Au final, c'est les nôtres aussi, sont les nôtres aussi. Voilà, et sur LinkedIn, Julien Calamotte aussi, je suis assez actif. Voilà. Et le compte du podcast, c'est Money Tree Podcast, tout attaché sur tous les réseaux. On essaye TikTok, mais ça marche pas encore. Ouais, c'est vraiment. C'est difficile, c'est un autre. Je crois que nous, on a une vidéo qui a fait 600 000 vues parce qu'on a eu quelqu'un qui était assez influent, qui a un monde qui vend. On a parlé de qui va être mon associé, donc c'était une émission qui était mainstream en ce moment, etc. Et ça a fait énormément de vues. Mais sinon, je crois pas. Je regarde pas parce que j'ai pas TikTok, moi. Mais peut-être ça fait 2-3 000 vues par vidéo. Ouais, puis en termes de retour. Non, je sais pas. J'arrive pas à le quantifier de savoir combien il y a de personnes que ça amène sur le podcast grâce au réseau. Je sais que c'est important et que sans ça, ça n'amènerait personne, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est plutôt Instagram et LinkedIn, si je me trompe pas, qui amènent du monde sur les auditeurs du podcast. Après, il faut être partout de toute façon. Ouais, c'est ça. Il faut tenter, il faut tester, il faut réitérer et s'améliorer. Exactement. En tout cas, je suis ravi d'avoir parlé d'entrepreneuriat plus que d'immobilier aujourd'hui, même si l'immobilier fait partie de ma vie. Exactement. Depuis plus de 15 ans maintenant. Mais voilà, c'était trop cool. Eh ben, merci à toi. Merci Julien. Merci Maxime. Ciao.